d'abord, il faut rappeler que le sommet de novembre de Sotchi avait pour principal objectif de revendiquer la victoire sur l'État islamique et la contribution de l'Iran, de la Turquie et de la Russie à la victoire sur l'État islamique, alors même qu'au même moment, les États-Unis expliquaient que c'était la coalition américaine qui finalement était parvenue à vaincre et à défaire les djihadistes. Bon. Évidemment, ça a provoqué une réaction des Russes, des Turcs et des Iraniens qui se sont rassemblés à Sotchi pour revendiquer cette victoire. À Ankara, qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu, parmi d'autres choses, qu'il fallait poursuivre la lutte contre l'État islamique, contre Al-Qaïda, Al-Nosra, un certain nombre de groupes islamistes. Ce qui veut donc dire que la victoire n'est manifestement pas complète, en tout cas elle est partielle. Par ailleurs, on a rappelé que l'intégralité territoriale de la Turquie, de la Syrie, que l'intégralité territoriale de la Syrie devait être préservée. Alors c'est assez intéressant parce que les Russes, les Turcs et les Iraniens se rassemblent à Ankara et expliquent qu'il faut préserver la souveraineté de la Syrie, l'intégralité territoriale de la Syrie, alors même qu'il n'y a aucun représentant syrien lors de ce rendez-vous. D'autre part, les trois pays, enfin les trois présidents, ont rejeté la création de tout fait accompli ou de toute création de nouvelles réalités sur le terrain, sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Et là, en fait, ils visaient directement à la fois les Kurdes des forces démocratiques syriennes et les Américains qui sont installés sur la rive orientale donc, de l'Euphrate. Mais cet argument pourrait être aussi opposé à la Turquie, qui, à travers l'opération qu'elle mène, notamment à Afrin en ce moment, qu'elle continue de mener et qu'elle a affirmé qu'elle poursuivrait, crée aussi de fait une nouvelle réalité sur le terrain en Syrie. Alors, l'opération à Afrin se poursuit, a vocation à se poursuivre, comme expliquait le président Erdogan, et il faudra d'ailleurs observer dans les jours qui viennent ce qui va se passer du côté de la dernière localité importante du canton d'Afrin, qui échappe encore à l'armée turque, qui est la ville de Tel Rifat, où étaient stationnés jusqu'à un temps encore récent les détachements de police militaire russes, qui ont été depuis évacués, et qui échappe donc encore au contrôle turc et où se trouvent les derniers éléments kurdes. Il semblerait que lors des pourparlers d'Ankara, les Russes et les Turcs soient mis d'accord pour que la Turquie puisse poursuivre en direction de cette ville, cette opération, ce qui conduirait finalement en fait à occuper tout le canton d'Afrin. La Ghouta orientale, effectivement, a fait probablement l'objet aussi d'une forme comment on pourrait dire, de deal entre les Russes et les Turcs, pour que pendant que les Turcs s'occupent de canton d'Afrin, le gouvernement syrien vienne à bout des dernières poches de résistance dans la Ghouta orientale, ce qui est fait à ce jour. Et c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'on a finalement mis cette date du 4 avril, c'est-à-dire assez tardivement, qui a été décidée finalement assez tardivement, pour peut-être permettre la poursuite et le développement des opérations, aussi bien à Afrin que dans la Ghouta. En tout cas, c'est une hypothèse. Pour l'instant, avec la fin des opérations dans la Ghouta orientale, il faut voir désormais vers quelle autre poche de résistance va désormais se tourner le régime syrien. Est-ce que ça va être vers la ville de Homs? Est-ce que ça va être dans le sud de la Syrie, vers la ville de Dera et la frontière jordano-syrienne vers Israël, ce qui serait d'ailleurs beaucoup plus préoccupant? Là, tout reste à voir. En revanche, pour les Turcs, la prochaine étape, surtout s'ils prennent Tel Rifat, manifestement, c'est celle de Manbij. Et là, le problème, notamment pour eux, c'est que face à eux, ils auront non seulement les Kurdes, mais aussi les forces spéciales américaines qui sont présentes à Manbij. Alors déjà, il convient de rappeler que sur les déclarations du président Trump de retirer les troupes américaines de Syrie, il reprend en fait là une des promesses de campagne qu'il avait faites, qui consistait en fait à véritablement désengager militairement les Américains à la fois d'Afghanistan, depuis il est revenu dessus évidemment, mais également de Syrie. Le président Trump rappelle à cet égard que l'ensemble des engagements américains à travers le grand Moyen-Orient, depuis l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie et ailleurs, a coûté aux contribuables américains la somme de 7 trilliards de dollars, une somme colossale. Et que ça n'a rien rapporté en contrepartie aux Américains. Ce sont évidemment les propos de M. Trump. Donc lui, il persiste dans sa logique à la fois d'économiser, d'arrêter de dépenser de l'argent dans des opérations qu'il juge
on va dire, inutile, et de ramener les soldats à la maison. Le problème, effectivement, c'est qu'on entend un autre son de cloche du Pentagone, où on va dire, cette décision de retrait, manifestement, n'est pas partagée. Je rappelle qu'il y aurait environ 2000 soldats américains déployés en Syrie. Alors, pour l'instant, il semblerait que M. Trump ait donné des instructions pour qu'on commence à planifier ce retrait, sans toutefois donner de date. C'est-à-dire qu'il n'y a pas question, pour l'instant, il n'y a pas de jour précis, ni de calendrier de retrait. Mais évidemment, ce sont là des déclarations qui sont sujettes à, comment dirais-je, à prudence. Enfin, il faut rester très prudent, d'une part. D'autre part, cette présence américaine, quelque part en Syrie, elle est quand même assez pratique. Parce que si demain les Américains se retiraient, cela créerait une sorte de vide dans cette région-là, qui ne pourrait pas être comblé par les Kurdes, ils ne pourraient pas tenir ce terrain à eux seuls, ils ont besoin des Américains, et qui serait très certainement vite comblé à la fois par les Turcs, peut-être par les Iraniens, et également on pourrait assister à une recrudescence ou une expansion des poches de l'État islamique qui restent encore présentes, principalement des poches de résistance de l'État islamique dans le désert. Donc finalement, il y aurait peut-être plus de déstabilisation qu'autre chose. Les Américains, pour l'instant, avec beaucoup de difficultés, tiennent encore à peu près ce terrain, étant entendu que face à eux, ils ont encore des éléments de l'État islamique qui sont dans le désert, ils ont face à eux un pouvoir turc qui est hostile, qui se déclare hostile, les Iraniens évidemment qui ne se satisfont pas de la présence américaine dans la région, le régime syrien qui souhaite reprendre au minimum les puits de pétrole, voire reprendre le contrôle de ce territoire-là, et sans parler des milices chiites qui sont toujours là et qui sont évidemment potentiellement des hostiles, voire des adversaires. Donc ça fait beaucoup de monde, ils ont beaucoup de monde potentiellement contre eux, et leur présence dans la région est présentée comme ayant vocation à la fois à empêcher une recrudescence de l'activité de l'État islamique, protéger également Israël, allié des États-Unis, et empêcher la formation par l'Iran de ce pont, une espèce de corridor direct entre l'Iran et le Levant, la Méditerranée orientale. Ces trois objectifs quand même très ambitieux, surtout pour une présence militaire estimée, comme je l'ai dit, à 2000 hommes, pour un territoire qui est quand même très très vaste, désertique, et avec tous les facteurs d'hostilité que j'ai évoqués avant, qui posent quand même un certain nombre de défis très sérieux à la présence américaine sur la partie orientale de l'Euphrate. Alors, on sent qu'aujourd'hui, la Russie est un petit peu à court d'initiatives et de solutions pour faire avancer le dossier au plan diplomatique. On est toujours dans la phase de l'après-Sotchi, donc de la grande réunion de Sotchi qui s'est tenue fin janvier, avec plusieurs centaines de représentants syriens, et qui a débouché finalement sur un bilan assez mitigé. M. Mistura est reparti avec un package, une sorte de calendrier avec des listes de groupes, de personnes devant travailler sur une constitution, sur des réformes politiques, etc. Mais pour l'instant, on ne voit pas très bien où ça va. Alors, une des raisons, c'est que parmi les parrains du processus d'Astana, la Russie est aujourd'hui la seule à véritablement vouloir faire la paix. Les Turcs estiment ne pas en avoir fini avec la menace kurde. On a parlé de l'opération Afrin, il y a peut-être des choses qui vont se passer bientôt du côté de Manbij, il faudra surveiller. Et les Iraniens estiment aussi qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour, de leur point de vue, éliminer tous les groupes djihadistes et salafistes qui perdurent en Syrie et créer ce soi-disant corridor de l'Iran jusqu'au Levant. Par conséquent, ils ne sont pas dans une disposition aujourd'hui qui les conduirait à avoir discuté avec l'opposition syrienne et voire faire des compromis ou des concessions. C'est dans une logique jusqu'au boutiste. Je ne parle même pas du régime syrien qui est aujourd'hui galvanisé et rengaillardi par ses victoires militaires qui étaient encore inespérées il y a quelques mois et qui s'estime en mesure de pouvoir reconquérir la plus grande partie du territoire par la force. Donc ce sont des gens qui ne sont pas spécialement disposés aujourd'hui à négocier, et la Russie est un petit peu démunie face à cette situation. Donc je dirais qu'on est dans une phase un peu plateau, une phase de transition. Il faudra voir si les Russes vont tenter de nouvelles initiatives pour essayer de relancer les pourparlers à Genève, qui pour l'instant sont dans l'impasse du fait de ce manque cette absence finalement de volonté de véritablement négocier sur le fond,
et devoir faire inévitablement des compromis, si ce n'est des concessions.